J'avoue que c'est assez difficile de choisir au départ le terrain sur lequel on va s'engager. Et ça, peut-être que vous pourriez voir vous-même de quel côté on pourrait pas diriger le débat. Eh bien, on a envie de parler de tout à la fois. Parce que tout, j'ai l'impression, tout est indissociable. On ne peut pas parler de la façon dont Renoir place sa caméra sans parler en même temps du jeu de comédien et sans parler du sujet. Oui. Enfin, mille idées, souvent d'ailleurs contradictoires, arrivent à l'esprit. D'ailleurs, je crois que ce qui fait le génie de Renoir, précisément, que nous essayons de définir, c'est qu'il admet la contradiction. C'est qu'on peut tout dire d'un film de Renoir, et particulièrement de celui-ci. On peut même dire qu'il y a des choses dans ce film, il y a de la facilité, et même il y a des choses... Oui, des choses qui sont très bêtes. Mais c'est ce qui est beau chez Renoir, enfin, qui n'est pas peur de faire dire des bêtises et des plaisanteries assez faciles, assez comédiens. Et même très lourdes. Enfin, par exemple, le moment où... enfin, c'est carrément la charge du comique français, côté gaulois, lorsque Madame Lestingois vient de tromper son mari. Immédiatement après, on revient en disant au mari, vous l'êtes quoi, décoré. Enfin, c'est-à-dire le coquillage classique, la tradition du coquillage. Enfin, tout y est. Enfin, il y a le côté le plus lourd, en un certain sens, et en même temps d'une extrême finesse. Et ça, justement, c'est la richesse d'un génie que de savoir tout mêler et de savoir, de toute façon, à chaque fois transfigurer tout ce qu'il fait, enfin. Et en même temps, dans le personnage de Boudu, il y a ce côté contradictoire. Car en fin de compte, c'est précisément la question que je me suis posée, je m'étais fait une idée un peu stéréotypée de Boudu. Quand on a vu le film une fois, mais dans le souvenir, le film prend une très grande richesse, mais en fait, il est moins riche qu'il n'est riche, effectivement. Et je m'aperçois que mon idée sur Boudu était déjà un peu simpliste et un peu grossière. En fin de compte, il y a un tel monde, il y a un tel gouffre dans ce personnage, un tel gouffre qu'on ne peut pas le sonder. Et je ne sais plus que dire sur Boudu, en fin de compte. C'est-à-dire que la tradition veut actuellement. Enfin, on dit aujourd'hui de Boudu, c'est le symbole même de la liberté. Bon, c'est l'idée que l'on en a aujourd'hui. C'est la liberté, c'est l'anarchisme, etc. En fait, c'est, à mon avis, un peu plus riche que ça. Et j'en reviens, enfin, à mon idée sur une certaine idée que j'ai de Renoir, c'est-à-dire Renoir, homme de tradition classique française, ayant été élevé dans la tradition, de la culture classique, c'est-à-dire le côté grec et latin, et renouvelant la tradition, justement, des mythes grecs. Donc, en particulier ici, de l'univers dionysiaque et de l'univers apollinien. L'univers apollinien, je le rappelle, c'est le monde de l'ordre, c'est-à-dire le monde solaire qui est le monde ordonné, et l'univers dionysiaque, c'est au contraire le monde de la nature, c'est l'explosion de la vie, le besoin de vie, etc. D'un côté, l'univers de l'ordre qui est justement celui de l'ordre, l'univers dionysiaque qui est le goût de la vie et le besoin de vie, et le besoin de la liberté de vie, de s'épanouir dans la vie, et qui est évidemment le désordre. Ici, c'est le conflit entre un univers d'ordre, qui est l'univers bourgeois, et un univers de désordre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas chez Renoir parti pris pour l'un contre l'autre. C'est qu'il y a en fait nécessité des deux. C'est que le désordre doit venir s'installer dans le monde de l'ordre, doit venir tout bouleverser. Le monde de l'ordre s'enrichit de ce passage du désordre, mais l'univers du désordre, lui, ne peut pas, à la fin, être obligé de retrouver son univers, et les deux mondes se séparent. Il y a un moment fusion des deux mondes, et puis ensuite, de nouveau, séparation des deux mondes. Je crois que c'est pour ça que ce n'est pas du tout une simple chose, c'est, si vous voulez, un appétit de vivre, le besoin de vivre, le goût de la liberté, le sentiment profond de l'existence à travers tout, c'est-à-dire à travers les petites choses quotidiennes jusqu'à la sensualité, jusqu'à la sexualité, etc. Tout y est, mais tout cela brassé, vivant, vrai, et qui donne ce film justement très riche à cause de ça, parce que rien n'est une fois pour toutes. La plupart des gens disaient Boudu, c'est l'attaque contre le monde de la bourgeoisie, etc. Ce n'est pas vrai non plus, parce que le monde de la bourgeoisie tel qu'il nous le montre n'est pas non plus désagréable. Enfin, je veux dire qu'il a aussi un côté sympathique. Oui, bien entendu, Monsieur Lestingois est très sympathique. C'est vraiment un héros. C'est au moment où il se précipite pour sauver Boudu. Mais en ce qui concerne cette notion d'ordre, permettez-moi d'introduire une précision. En fin de compte, Boudu, ce n'est pas nécessairement le désordre. C'est le désordre lorsqu'il répand partout le cirage, lorsqu'il casse les assiettes, etc. Mais en même temps, c'est la logique. Car il prend les personnages au piège de la logique. Mais qu'est-ce que vous prend? C'est pour pomper le sel. Mais cette force de la nature apparaît aussi chez Boudu sous un côté maléfique. Ce côté désordonné qu'ont les choses, enfin. Il y a, dans certaines scènes, dans les rapports, si vous voulez, de Boudu avec les objets, il y a une très grande maladresse.
Oui. Par conséquent, or, un homme de la nature ne devrait pas devrait être quelqu'un qui a un contact, qui a une familiarité avec la nature. C'est la bonne Anne-Marie qui est la femme naturelle. Enfin, j'ai admiré aujourd'hui ce moment où elle pose son sac sur la fenêtre, son sac rempli de provisions. Je ne sais pas si ça a un sens dans le particulier. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce qui fait la beauté des films de Renoir, c'est qu'il y a beaucoup de moments qui sont absolument dépourvus de signification, soit dramatique, soit psychologique, soit symbolique, et qui finalement en ont une beaucoup plus profonde. Enfin, c'est au spectateur, à chaque spectateur, de lui attribuer le sens qu'il veut. Et précisément, je ne lui ai pas exactement donné un sens, mais je l'ai ressenti, si vous voulez, comme le spectacle de l'habileté de quelqu'un qui est simple, qui est cette espèce de nature telle qu'on la rêverait. Libraire. Un type qui n'a même pas son certificat d'études. Car finalement, Boudu n'est pas vivable. Et même, il n'est pas vivable en tant que clochard, car ce qu'il fait, il se détruit lui-même. Il y a une volonté de destruction. Une fois de plus, si Boudu représente les forces de vie dionysiaques, eh bien, tout le monde sait bien que les forces de vie dionysiaques sont à la fois les forces de désordre, mais en même temps sont les forces de destruction. À la fois sont les forces de vie, parce que justement, tout ce qui avait besoin de vivre s'épanouit, mais en même temps, dans cette volonté de s'épanouir et d'exister, il y a en même temps la force de destruction à l'intérieur, et ça, chez Renoir, c'est extrêmement constant dans son œuvre. Ce côté pessimiste dont vous parlez, je ne crois pas que ce soit pessimiste, je crois que c'est plutôt le constat de l'ordre naturel des choses qui veut que ce qui a besoin de vivre, l'appétit de vivre, se détruit lui-même et se dévore lui-même. Et ça, je crois que c'est en cela que Boudu est en effet un personnage à la fois sympathique, mais un peu terrifiant. Il est vrai aussi que c'est un personnage invivable. D'ailleurs, Renoir n'essaye pas une seconde de nous faire croire qu'il est vivable. Même, je me suis encore surpris tout à l'heure en revoyant le film, la réaction que j'ai à chaque fois, je me dis comment on a pu le supporter si longtemps. Car il est bien évident que aucune personne vivant un tout petit peu dans l'ordre social pourrait accepter un autre comme Boudu. Enfin, je veux dire qu'il faut vraiment l'extrême indulgence de l'Estingois, et plus seulement que l'indulgence, enfin, l'extrême rêverie de l'Estingois sur l'homme bon et l'homme naturel, etc., pour accepter cela. Je crois que chez Renoir, il y a à la fois le pessimisme le plus noir, ou le plus sévère, si vous voulez, la vision la plus sévère du monde, et en même temps la vision la plus réconfortante. Les deux sont juxtaposés. Je ne pense pas qu'il y ait conciliation. Ce que vous dites, enfin, bien sûr que c'est vrai, mais il y a d'autres films de Renoir où ce côté noir apparaît plus, et même très noir. Dans celui-là, ce serait plutôt le côté quand même solaire, le côté riant, le côté chaleur. Il y a d'abord, ça se passe en été, tout le monde, enfin, ça se sent. Il y a un côté de bien-être que le spectateur ressent. Et le spectateur est joyeux. Il sent quand même aussi cette espèce de décharge faite par l'écran de toutes ces contraintes sociales. Il voit quelqu'un qui enfin ose faire sur l'écran ce qu'il n'oserait jamais faire dans la vie. Je vous interromps encore une fois pour vous dire, oui, vous parliez de bien-être. J'ai eu le sentiment de la coulée de la vie, enfin, sentiment qu'on éprouve, qui est extrêmement moderne, d'ailleurs, que les films modernes essaient de retrouver. Et à cette époque, au contraire, le temps du cinéma, c'était un temps extrêmement théâtral. Mais il y a des moments qui sont vides d'action, et qui sont remplis uniquement par ce sentiment, par cette saveur qu'a la vie lorsqu'on voit l'Estingois qui déambule dans sa boutique, par exemple. Ou quand Madame l'Estingois est seule dans sa chambre, oui. Il fait chaud. Je suis épuisée, moi. Pour en venir alors maintenant à l'Estingois, moi je pense que l'Estingois, bon, c'est d'abord au départ, c'est lui qui se rêve en tant que faune, en tant que Priape. Il se dit, je suis Priape, elle c'est la nymphe Chloé. Or, la façon même dont il se rêve est très précise, il se rêve devant une toile et devant une nature, c'est-à-dire devant un Versailles. C'est-à-dire une nature très assagie, et c'est vraiment le rêve littéraire de la Grèce antique, le rêve littéraire de toutes les volontés de liberté qu'il n'osera jamais prendre. Et s'il va sauver Boudu, et surtout s'il l'accepte, c'est parce qu'il a rencontré enfin quelqu'un qui réalise son rêve. Et c'est pour ça qu'il l'accepte à ce point. Lui-même, en tant que personnage, c'est un personnage, à mon avis, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a une espèce de pointe d'ironie de Renoir, surtout
l'homme libéral, l'humaniste libéral de la Troisième République, représenté en particulier par Anatole France, lequel était très voltairien, etc. Et ici, il y a le buste de Voltaire. Lorsque le Stingois donne des livres à l'étudiant, c'est parce qu'il lit Voltaire. Donc c'est tout le côté libéralisme, on aime le peuple, etc. parce qu'on est libéral. En fait, on est un vrai bourgeois. Et, par exemple, lorsque la nuit va rejoindre la petite Anne-Marie, et il a une réaction de bourgeois à partir du moment où il voit, au bout du où vas-tu, et il dit, moi je vais nulle part. Encore une de ces alors qu'en fait, avec un homme comme ça, il devrait se sentir plus libre. En fait, il se sent immédiatement reprisonnier de ses conventions. À chaque fois, il est quand même prisonnier des conventions, même s'il essaye de s'en libérer le maximum. Il est quand même un prisonnier de la convention bourgeoise. Oui. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas... Moi? Ben, je vais nulle part. Tu vas retrouver la petite en bas, hein? Boudu, enfin, je le répète, réalise ce que le Stingois rêve. Mais en même temps, pour Boudu, le Stingois est quelque chose aussi dont il rêve. Il rêverait justement d'avoir cette apparence cette apparence justement d'ordre, d'honnêteté, de vie bourgeoise, de confort, finalement de tranquillité et de sécurité. La meilleure preuve, c'est qu'à la fin, Boudu, je crois, le libraire, enfin, il est devenu complètement son associé ou son bienfaiteur. Enfin, à la fin, il y a une espèce de transfert entre les deux. Boudu a beaucoup apporté à l'Estingois. Et l'Estingois porte beaucoup à Boudu. Ceci dit, il est bien évident que Boudu est une force trop forte de la nature pour pouvoir supporter les contraintes dans lesquelles se réfugie finalement l'Estingois. Et ces deux formes de vie, justement, de la volonté d'épanouissement. L'un dans un certain confort, une certaine peut-être lâcheté devant la vie réelle, mais en même temps qui ne manque pas non plus d'agrément. Et puis Boudu, qui lui aussi a une certaine lâcheté par rapport à sa vie lorsqu'il accepte le monde bourgeois, puis à la fin, dès qu'il retrouve la nature, dès qu'il retrouve d'un seul coup la forêt, l'eau, etc., a de nouveau un appétit, un besoin de vivre vraiment, naturellement, sans contrainte, qui l'emporte sur tout le reste. Et là-dessus, c'est pas pour rien qu'il a craché aussi dans la physiologie des mariages. Je crois que c'est à peu près les choses, je dis pas essentielles, parce qu'on peut encore dire beaucoup de choses sur le sujet et les personnages du film. Moi, il me semble être plus intéressant de parler peut-être de la construction chez Renoir et du style chez Renoir, à travers ce film qui, à ce point de vue-là, peut être exemplaire. D'abord, la construction. Voilà une pièce de théâtre au départ, complètement mise en pièce, mais pas dans le bon sens du terme, selon l'auteur qui a été furieux de l'adaptation, mais mise en pièce par Renoir parce qu'il l'a reprise, repensée, recréée entièrement, et si bien que déjà, quand on voit la pièce, enfin, quand on voit le film maintenant, on ne peut même plus pas imaginer une seconde que c'est une pièce. Or, il y a beaucoup de situations de la pièce qui sont reprises. Même à peu près toutes les situations sont reprises. Les personnages sont quasiment repris. Donc, c'est pas le problème. C'est simplement sur la construction des scènes les unes après les autres qui est alors absolument, à mon avis, révolutionnaire et qui reste encore un modèle aujourd'hui. Peut-être... Eh bien, là, encore, ce serait difficile. Enfin, Renoir est certainement un très grand conteur. Il a l'art de raconter une histoire. Il a l'art à la fois de raconter une histoire d'une façon extrêmement précise, en ne montrant que l'essentiel, et à la fois d'insister sur ce qui, en apparence, n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que Renoir peut faire un film admirable dans lequel il n'y a pas d'histoire, et Renoir, en même temps, peut faire un film admirable qui n'est qu'une histoire. Et dans Boudu, je crois qu'il y a les deux choses. D'une part, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire pour m'en parler, puisque ce sont des petits morceaux de présent. Et de présent, d'ailleurs, le temps présent, et particulièrement le temps de ce film, puisque que ce soit le libraire ou que ce soit Boudu, tout le monde vit dans le présent. Enfin, j'ai jamais éprouvé dans un film ce sentiment de la vie au présent comme celui-ci. Et en même temps, c'est vrai, comme vous disiez, on est incapable de retrouver la construction de la pièce de théâtre. Renoir a toujours pensé au théâtre toute sa vie. Bon, il a même écrit des pièces de théâtre, il a même mis en scène au théâtre. Mais en plus, c'est que pour lui, le théâtre n'est pas seulement une chose secondaire, c'est que pour lui, toute vie est une représentation. Tout personnage est en représentation. Et là-dessus, il reprend la grande idée d'un dramatique de Shakespeare. Enfin, le monde est une vaste scène. Chez lui, le monde est une vaste scène. Donc, lorsqu'il filme, par exemple, Boudu, il va filmer d'une manière théâtrale. Théâtrale, non pas dans le mauvais sens du terme, avec la convention du théâtre, mais au contraire, en restituant à chaque fois le cadre complet où les personnages vont évoluer. Et ensuite, il laisse ce cadre et les personnages évoluent dans ce cadre. À ce moment-là,
quand il traite une scène, il va la traiter pour la scène elle-même, sans s'occuper de la scène suivante et sans s'occuper de la scène précédente. Il traite une scène, c'est-à-dire des personnages, dans le moment où ils vivent une situation présente et vivent cette situation. Et on les voit évoluer dans cette situation, et puis après on passe à une scène suivante. Ça n'a aucune importance si ça a un rapport direct dans l'action ou pas direct avec la scène précédente, etc. Si bien qu'on a une espèce de morcellement et un espèce de puzzle qui se fait comme cela au fur et à mesure, où on a des tensions, des moments différents, avec quelquefois, ça va très loin chez lui, avec quelquefois des moments de très grande comédie, et immédiatement après, un moment de très grande émotion, ou après un moment de tragédie, enfin. Et cette espèce de mélange de tous les moments possibles de la vie, justement, restitue complètement le sens de la vie. À ce moment-là, par l'idée même du théâtre ressentie très profondément et intelligemment, il retrouve le sens de la vie et devient à ce moment-là un vrai cinéaste, c'est-à-dire quelqu'un qui filme la vie et ne filme qu'elle, avec le hasard, avec les moments justement, avec tout ce qui passe, le temps qui passe, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure très juste, et qui est l'art de filmer. Enfin, à ce point de vue-là, on retrouve justement l'idée pourquoi peut-être Renoir est si génial, c'est parce que au départ, il y a une grande idée de principe qui fait qu'ensuite, dans le style et dans l'exécution, tout ça, évidemment, l'idée de principe disparaît, il n'y a plus que filmer la vie telle qu'elle se passe et telle qu'elle est réellement, à travers, malgré tout, toujours des conventions. Renoir prend un cadre large pour justement permettre aux personnages d'évoluer dans ce cadre. Il est complètement opposé, non pas qu'il ne sache pas faire des cadres très recherchés, très rigides, mais il est toujours, enfin c'est le cinéaste vraiment opposé à une certaine conception du cinéma où le cadre est le tout de l'image, et où par exemple les acteurs ont des places marquées au sol, et tous leurs déplacements, pendant qu'ils disent leur texte et qu'ils jouent leur situation et leur personnage, ils sont obligés en même temps de penser qu'ils doivent aller là où il y a une marque au crayon, enfin à la craie, ils doivent aller là où il y a une marque à la craie, etc. Au contraire, il est bien évident que Renoir ne pourrait jamais obtenir ce fantastique naturel s'il n'y avait pas une grande liberté pour ces acteurs d'évoluer, ce qui leur donne d'ailleurs, là encore, c'est là où on retrouve le théâtre, ce qui leur permet de se retrouver exactement comme au théâtre, c'est-à-dire avec l'espace dont ils sont maîtres. À ce moment-là, ils peuvent évidemment faire le maximum possible de choses. Et pourtant, dans ce film, moi, ce qui me frappe, c'est que si on l'a souvent dit de Renoir, ça c'est évident. Ce qui est admirable dans ce film, c'est de savoir que malgré tout, Renoir est aussi un grand cinéaste du cadre. Les cadres de ce film sont très stupéfiants. Par exemple, il y en a un cadre que je trouve très extraordinaire. C'est le moment où on vient de sauver Boudu, il est sur le canapé, il y a tous les personnages là très serrés. Puis brutalement, parce que justement il a un cadre serré, parce que là on sent que les personnages les acteurs sont obligés de respecter le cadre. Brutalement, pour briser cette impression de serré, il fait rentrer la petite bonne, il lui verse simplement une espèce de petit serpentin dans ce cadre qu'il rattrape ensuite dans le plan suivant. Et on s'aperçoit qu'elle fait un petit serpentin qui donne justement une impression de liberté et qui brise le cadre figé qu'il avait au départ. Il la fait rentrer sous la caméra, enfin sur le côté de la caméra, elle rentre, elle pénètre, elle s'enfonce, elle disparaît et ensuite il la fait réapparaître après. Et cela, vous l'avez très souvent chez Renoir, dans ce film en particulier. Ou alors, par exemple, il y a un moment admirable qui implique aussi la profondeur de champ, puisque si on a l'espace, on l'a en large, il faut aussi l'avoir en profondeur. Il y a dans ce film, ce qui va devenir de plus en plus, pendant au moins une décade chez Renoir, une grande recherche, c'est-à-dire faire passer des actions simultanées, c'est-à-dire que ne jamais laisser abandonner un personnage, chaque personnage vit sa vie et doit la vivre. Qu'il soit au premier plan, qu'il soit au dernier plan, qu'il soit important dans l'action, qu'il soit pas important dans l'action, ça n'a aucune importance. Il faut que tous les personnages jouent leur rôle en permanence, et il n'est pas rare dans ce film de voir des plans où les personnages sont dans le fond et jouent, alors que les personnages au premier plan jouent. Et il y a aussi un cadre à ce point de vue-là très stupéfiant, c'est le moment où le premier repas avec Boudu, où Renoir prend le côté très couloir d'ailleurs d'appartement parisien. En plus, alors là, c'est vraiment une topographie de l'appartement parisien ancien qui est extraordinaire.
il la prend de loin, on voit la bonne desservir, et la caméra passe dans un autre couloir, la bonne disparaît, on la revoit à travers une fenêtre qui attend un ordre, et qui repart ensuite dans sa cuisine. La caméra s'avance un tout petit peu, et recadre en un certain sens, la bonne qui est elle-même cadrée par une autre fenêtre, et ensuite on raccorde par un plan à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on prend de face, et puis brutalement, on prend de dos. C'est cela. Et par exemple, dans ce plan-là, c'est très précis. On la voit à la fille de face, et d'un seul coup, on la voit de dos. Alors là, c'est important. Enfin, je crois que c'est très important parce que les cinéastes, il y a une tradition, surtout dans le cinéma français chez les cinéastes, c'est prendre les choses de biais, ensiffler, comme on dit. C'était le mot d'argot qu'on employait. On trouvait que présenter les choses de face, c'était banal. Ça faisait théâtre. Et Renoir, lui, n'a pas peur, et c'est quelque chose qui se présente dans tous ses films, et qui s'est même accentué dans ses derniers films. Il n'a pas peur de prendre les gens carrément de face. Ça implique d'abord l'idée générale de Renoir sur le théâtre. J'en ai tout à l'heure esquissé un mot. Pour lui, il dit une chose qui est très, très juste, c'est que tous les gens, dans la vie, se font un film de la vie, c'est-à-dire ne voient pas le réel, mais voient la convention du réel. N'acceptent que cette convention et ne s'intéressent qu'à elle. En d'autres termes, cette convention, ils la prennent justement dans la société qui leur donne des formules stéréotypées, des choses toutes faites, et ils imaginent et ils voient le monde à travers ça. Renoir, lui, essaye de voir la réalité à travers et contre la convention qu'on a de la réalité. Estimant, c'est sa grande idée, que la vie est un théâtre et que la vie, lorsqu'on la regarde, c'est-à-dire le réel lorsqu'on le regarde, n'est pas réaliste. C'est-à-dire une chose ennuyeuse et banale, mais au contraire est féerique, elle est merveilleuse. C'est encore l'idée de l'amour de la vie fondamentale. Bon. Et, pour éviter toutes les conventions, Renoir reprend exprès toutes les conventions théâtrales. Ici, par exemple, dans ce film, c'est très net, vous avez le bourgeois qui aime la petite bonne, etc. Enfin, vous avez toutes les conventions possibles avec une situation théâtrale au départ, puisque c'est tiré d'une pièce de théâtre. Mais à partir de là, Renoir, d'abord, prend tous ces personnages à contre-emploi. Sauf peut-être Michel Simon, et encore après tout, Michel Simon, c'est parce qu'il a fait cette création-là qu'aujourd'hui on trouve qu'il est en emploi. Mais, bon. Ensuite, il les fait parler contre la convention aussi du théâtre. C'est-à-dire, à ce moment-là, il les fait parler exactement comme on parle en 1932 dans la rue. Avec le temps pour dire les phrases comme on les dit naturellement. C'est-à-dire que dans ce film, moi, ce qui m'a refrappé en le revoyant, c'est combien les personnages prennent leur temps pour dire la phrase. Ils prennent tout leur temps. Mais alors vraiment, il y a des moments creux, il y a des creux absolus. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est justement de retrouver la vie réelle à travers des phrases qui sont des phrases écrites et qui sont des phrases finalement de théâtre. Car il y a beaucoup de jeux de mots de théâtre dans ce film. La plupart des mots sont des mots de théâtre. C'est-à-dire dans le sens de la comédie classique. Mais justement, par exemple, moi je trouve stupéfiant une scène dans le film. C'est le moment où Madame Lestingois se repoudre. Où elle dit « j'ai mes nerfs ». Eh bien, la façon dont c'est dirigé, c'est absolument l'anticonvention théâtrale. Normalement, cette femme devrait en faire beaucoup en criant « j'ai mes nerfs, j'ai mes nerfs, j'ai mes nerfs ». Ben non, pas du tout. Elle dit simplement « j'ai mes nerfs » au départ, elle se repoudre, etc. Et à la fin, oui, j'ai mes nerfs. C'est tout. C'est très bien où je suis, moi. Ah, j'ai mes nerfs. Oui. Oui. J'ai mes nerfs. Il y a chez Renoir une organisation non seulement de l'espace visuel, mais aussi de l'espace sonore. Certains personnages, très souvent certaines scènes très importantes, par exemple une scène dans la cuisine avec la bonne et Boudu, eh bien cette scène est perçue uniquement par le son à un certain moment. Renoir coupe et nous entendons la voix des deux personnes. Vous devez comprendre. Peut-être... Et la musique qu'il y a dans ce film est toujours une musique en situation. C'est une musique qui est matériellement située. Par exemple, nous avons, pour faire un recensement d'ailleurs qui n'est pas difficile à faire, au début, nous avons cette fameuse musique de flûte qui est jouée par un flûtiste qui se trouve dans l'immeuble. Ensuite, nous avons un joueur d'orgue de barbarie. Puis, nous avons cette fameuse transition dans laquelle Renoir
essaie de faire un petit effet de cinéma dont il est en général assez peu prodigue. C'est-à-dire à l'époque du début du parlant, on essayait, enfin c'est pas propre à Renoir, cet esprit de passer d'une séquence à l'autre avec un gros plan et un effet sonore. Bon. Alors ce fameux gros plan où pendant la scène d'amour entre Boudu et Madame Lestingois, nous passons sur un tableau qui représente un jeune Mablouk, oui, c'est un jeune, qui est en train de jouer la trompette, et on entend de la musique. Mais on s'aperçoit que cette musique est une musique réelle, qui est une musique qui est jouée par une fanfare qui passe sur le quai. Et il y a également, je crois, encore une musique réelle dans le film, c'est le Beau Danube bleu, qui est joué par l'orchestre sur les bords de la Marne. Il y en a une autre qu'on oublie. Il y en a une autre qu'on oublie, oui. Il y en a une autre qu'on oublie et qui est très belle. C'est lorsque M. Lestingois va pour rejoindre la nuit Anne-Marie. Il se lève et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui siffle dans la rue auprès de ma blonde. Oui, il y a également ça. Et il y en a encore une autre, c'est le piano. C'est admirable. Je trouve cette discussion sur le piano, au moment où Anne-Marie joue la chansonnette, et la discussion s'anime, et à ce moment, quelques accords sont plaqués. Et en même temps, il y a aussi alors une chose pour donner cette présence sonore, c'est le son direct à l'époque. La façon, par exemple, dont les bruits, les sons de la rue sont pris, c'est absolument extraordinaire. Il y a une présence sonore de la rue dans ce film qui est, qui donne vraiment, qui participe aussi au documentaire sur une façon de vivre en 1932. Aujourd'hui, il est bien évident qu'avec les bruits de voitures, ce serait pas possible, mais à l'époque, on voit qu'il n'y a pas trop de voitures encore, et on sent vraiment la rue. Ah oui, on sent la rue de Paris. On sent la rue absolument, de façon extraordinaire. Et d'ailleurs également, alors à la fin, le charme de la fin vient un peu de cela aussi, car nous avons cet orchestre qui joue de la musique, qu'on entend pendant un certain temps, puis la musique s'arrête. Et à ce moment arrivent tous les bruits de la nature, les bruits des oiseaux, etc., qui serait intéressant d'ailleurs d'analyser, qui sont d'une très grande richesse. Et cette espèce de silence, de paix qui s'installe après la fin de la musique du café-concert, c'est admirable. Alors du pain, je peux pas manger ça sans pain. Dans cette fin, il y a tellement de choses, aussi bien visuelles que sonores, enfin on peut pas trop en parler. On pourrait citer une chose. Pourquoi oui, cette fin vous fait peur. Enfin, elle me fait peur moi aussi. Non, parce qu'elle est vraiment très. D'abord, elle est un peu dangereuse parce que elle met en cause trop de références sur Renoir, sur l'eau, sur la partie de campagne, sur les références à son père, par exemple. Les gens qui dînent au bord de l'eau, c'est typiquement impressionniste, chose qu'il reprendra plus tard dans plusieurs de ses films, etc. Il y a un côté, oui, c'est ça. Pour vous couper, il y a dans cette fin un côté qui n'apparaît pas tellement dans ce film, mais qui est propre à beaucoup de films de Renoir, c'est le côté cosmique. Le sentiment non seulement un point de vue sur l'homme, sur la société, mais sur le monde lui-même. Et un sentiment qui est en même temps extrêmement rassurant, réconfortant, ce sentiment, cette beauté du monde, et en même temps extrêmement triste. Ce sentiment dont vous parliez tout à l'heure, qui est celui de l'époque, eh bien, on le ressent là, ce qui est curieux, on le ressent encore plus, je trouve, devant un paysage que devant la foule parisienne. On a le sentiment que le temps s'est passé, que ces choses n'existent plus, que ça existait au fil de l'eau. Comme on dit. Oui, c'est au fil de l'eau. Et quand vous parlez de cosmique, alors là, c'est une chose que j'aurais aimé aborder dans d'autres émissions, mais enfin, qui est très très importante chez Renoir. Quand je parlais du conflit dionysiaque et apollinien, c'est justement dans ce sens-là que j'entendais. C'est-à-dire que chez lui, ça va très loin. C'est vraiment profondément cosmique. Il y a un ordre du monde, qui est l'ordre universel, ce qu'on appelle l'ordre apollinien, et puis il y a la vie qui s'installe dans cet ordre, qui vient le bouleverser, qui vient s'intégrer, et en même temps qui passe, justement, c'est la transformation dans ce qui est l'immuable. Et chez Renoir, ce sentiment à la fin est très net. Il y a d'un seul coup, Boudu est attiré de nouveau vers ce qui est la transformation perpétuelle, et les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur l'eau, regardent la chose qui passe justement
la chose qui est toujours changeante et eux devant l'immuable de cette chose toujours changeante. Ils sont vraiment devant un spectacle du monde qui est leur propre réflexion sur eux-mêmes. Et c'est pas pour rien que le tout dernier plan, qui est assez sidérant, qui est d'abord un angle très peu employé par Renoir, il l'emploie quelquefois mais très peu, c'est-à-dire cette contre-plongée sur tous les clochards qui défilent à la fin, et qui chantent sur la Riviera, qui est une espèce de dérision évidemment, puisque sur la Riviera c'est le rêve des riches, chanté par des clochards, qui d'un seul coup fait comme si tout le film était renversé et rebasculé à la fin sur une note d'ailleurs un tout petit peu pessimiste, une note un tout petit peu ironique, et justement sur une chose où le monde se bascule. Enfin, l'idée de la fin est une impression de bascule, ne serait-ce que la barque qui bascule, tout bascule à la fin. Et les gens regardent les choses qui basculent et comprennent pas très bien, se lamentent ou se réchauffent, enfin essayent simplement de voir des choses comme cela.